Le craquement de l'os n'était pas seulement un bruit. C'était l'éclatement de quelque chose de plus profond. Le poing de mon père, lourd et délibéré, heurta ma mâchoire avec une telle force que je jure que la pièce bascula. Le goût du fer envahit instantanément ma bouche, et mes genoux cédèrent avant même que je songe à rester debout. Je m'écrasai violemment sur le carrelage de la cuisine, mes paumes glissant dans une fine traînée de mon propre sang. Mes oreilles bourdonnaient, étouffant presque ma respiration, mais pas assez pour que je manque la voix de ma mère. Elle ne poussa pas un cri. Elle ne se précipita pas. Elle ne tressaillit même pas. Elle rit un rire sec, glacé, qui fit dresser les poils de mes bras. Voilà ce qui arrive quand on est bonne à rien, dit-elle en me contournant comme si je n'étais qu'un déchet abandonné au sol. Peut-être qu'à présent tu apprendras ta place. Tout ce que j'avais fait, c'était demander pourquoi je devais nettoyer tout l'arrière-cour alors que mon frère Kyle restait affalé sur le canapé, à faire défiler l'écran de son téléphone. Mes mots exacts, pourquoi est-ce qu'il ne fait jamais rien ici, avaient apparemment été interprétés comme de l'insolence dans le langage de mon père. Kyle, bien sûr, souriait depuis l'embrasure de la porte. Il avait 24 ans, sans emploi, et restait malgré tout le joyau de la famille. Papa l'appelait l'avenir de notre lignée. Moi, je l'appelais paresseux, pourri gâté, et raison principale pour laquelle cette maison était un enfer. Debout, aboya mon père en se dressant au-dessus de moi. Ou as-tu besoin d'une autre leçon? J'essayais de me redresser, chaque mouvement martelant ma mâchoire d'une douleur sourde. Je pouvais à peine fermer la bouche sans grimace. Ma voix sortit étouffée. Ça va? Même si parler me faisait mal. Tu iras bien quand tu arrêteras d'ouvrir ta gueule, grogna mon père. Les gens inutiles n'ont pas le droit de se plaindre. Maman, elle, se servait un café en fredonnant, comme si l'odeur de sang dans sa cuisine n'était pas différente d'une tranche de pain brûlé. Assure-toi d'avoir fini l'arrière-cour avant le déjeuner, dit-elle. Et nettoie, toi. Je ne veux pas que les voisins pensent que nous sommes des sauvages. J'eus presque envie de rire. L'ironie d'une femme qui me traitait de bonne à rien alors que son mari venait de m'écraser la mâchoire. Mais je savais mieux que de provoquer. L'humour était une arme interdite dans cette maison. Dehors, l'air était épais, lourd d'humidité. Je serrais le manche du balai plus fort qu'il n'était nécessaire, non parce que le balayage importait, mais parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Le goût du sang s'accrochait encore à ma langue, mes dents me faisant souffrir du choc. Depuis la fenêtre du salon, je pouvais voir Kyle devant la télé, le reflet de l'écran dansant sur son visage moqueur. Je connaissais trop bien ce rictus. C'était le « tu ne seras jamais plus que ça » silencieux que je voyais depuis mon enfance. J'avais 26 ans, assez âgé pour partir, mais pas assez libre pour le faire. Mes économies avaient disparu, empruntées par mes parents pour l'une des entreprises ratées de Kyle. Mes heures de travail avaient été réduites, un loyer seul était impensable, et les rares amis qui me restaient vivaient à des kilomètres. Tous mes plans pour fuir avaient été sabotés d'une manière ou d'une autre. Ma voiture était mystérieusement tombée en panne avant mes entretiens. Mon chargeur de téléphone disparaissait les jours où j'avais des appels importants à passer. Maman répétait toujours, c'est peut-être un signe que tu n'es pas prête pour le monde. Mais ce coup de poing, celui qui avait fait claquer mes dents et voler mon souffle, ne ressemblait pas à un signe de rester. C'était la goutte de trop. À la tombée de la nuit, l'enflure de ma mâchoire avait doublé. Dans la salle de bain, j'appuyai une cuillère glacée contre ma joue, fixant l'étranger dans le miroir. Mes lèvres étaient fendues, mon œil gauche légèrement violacé par l'angle du cou. Je ne ressemblais pas à quelqu'un capable de se battre. Je ressemblais à quelqu'un déjà vaincu. Mais je ne l'étais pas. Pas encore. Cette nuit-là, tandis qu'il était assis dans le salon à se disputer sur quel plat à emporter commander, je restais assise au bord de mon lit et je commençais à planifier. Mes mains tremblaient encore, mon visage brûlait toujours, mais mes pensées étaient acérées comme des lames.
Cette fois, je n'allais pas attendre qu'il me brise autre chose. Cette fois, j'allais m'assurer qu'il comprenne ce que signifiait le vrai dégât. Et lorsqu'il surviendrait, il ne le verrait jamais venir. Au matin suivant, l'enflure s'était durcie en une douleur qui s'étendait de ma mâchoire jusqu'à ma tempe. Je pouvais à peine mâcher le morceau de pain grillé que je m'étais forcé à avaler pour empêcher mon estomac de se retourner contre moi. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, je revoyais l'image du choc os contre os. La leçon de mon père résonnait dans ma tête, comme si elle voulait s'y graver à jamais. Mais cette douleur n'était plus seule. Elle avait désormais pour compagne une pensée vive, précise, qui battait dans ma poitrine à chaque fois que j'entendais leur voix. Quand je pénétrais dans la cuisine, papa était déjà là, sirotant son café comme s'il n'avait pas fracassé mon visage 12 heures plus tôt. Maman était à la cuisinière, fredonnant en retournant des pancakes les bons, ce qu'elle ne faisait jamais pour moi. Seulement pour Kyle. Il était assis à table, les cheveux en bataille, souriant paresseusement en enfournant du sirop à la fourchette. « Ne reste pas planté là, dit maman sans se retourner. Tu peux servir du jus à ton frère ? Ma mâchoire protesta quand je la serrai, mais j'obéis malgré tout, faisant glisser le verre vers lui. Il ne dit pas merci. Il ne le faisait jamais. À la place, il pencha la tête avec ce rictus familier. Tu parles encore bizarrement, lança Théil, imitant ma mâchoire raide. On dirait bien que papa t'a enfin remis les idées en place. Papa ricana sans lever les yeux. Elle a de la chance que je ne lui ai pas cassé plus que la bouche. Je restai figé, le verre encore à la main. Et à cet instant précis, quelque chose se cristallisa en moi. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était leur normalité. Et si je restais assez longtemps, cela deviendrait aussi la mienne. Cette nuit-là, quand la maison sombra dans le silence, je déverrouillai le vieux coffre en cèdre caché dans mon placard. Sous des couvertures usées, 3 choses oubliées reposaient, mon ordinateur portable du lycée, un trousseau de clés de rechange de la maison, et un cahier à spirale. L'ordinateur était lent. L'écran clignotait, mais il fonctionnait suffisamment pour ce dont j'avais besoin. Je me mis à écrire. Pas un journal. Pas une confession. Un plan. Pas seulement pour fuir, mais pour emporter avec moi quelque chose qu'il ne pourrait jamais remplacer. La première étape n'était pas la confrontation. Ni de leur tenir tête. C'était l'invisibilité. Les jours suivants, je devins si obéissante que cela en devenait presque ennuyeux. Je nettoyais sans me plaindre, je mangeais en silence, je riais même aux blagues pathétiques de Kyle. Je baissais les yeux quand papa parlait. Je ne posais jamais de questions. Je ne répondais jamais. Et cela fonctionna. Ils cessèrent de me regarder comme une menace. Ils cessèrent même de me regarder tout court. Mais tandis qu'ils se détendaient, moi j'observais. Je prêtais attention aux petites choses que la plupart des gens négligent. Où papa rangeait ses papiers importants dans le tiroir du bureau. À quel moment maman laissait son téléphone sans surveillance pour aller bavarder dans le jardin. La manière dont Kyle se vantait de choses qu'il n'aurait jamais dû révéler, mots de passe, détails bancaires croyant paraître intelligents. Un soir, maman laissa son sac à main sur le comptoir avant de sortir arroser ses plantes. Je restai là, un torchon dans la main, feignant de sécher une assiette, jusqu'à ce que j'entende la porte coulissante se refermer. En moins de 30 secondes, j'avais son téléphone entre les mains, mon pouce glissant dans sa galerie de photos, ses mails enregistrés, son application note où elle conservait des mots de passe comme une simple liste de courses. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne gardais rien. Pas encore. Je mémorisais des schémas, des adresses mail, des liens. Ce n'était pas seulement obtenir des preuves. C'était comprendre leur fonctionnement. Et plus j'apprenais, plus mon plan évoluait. Les laisser en ruine ne suffisait pas. Je voulais qu'ils se sentent exposés, vulnérables, minuscules. 2 semaines plus tard, Kyle rentra à la maison en fanfaronnant auprès de maman, il allait enfin percer.
Il avait investi l'argent de réseau de papa dans une combine montée avec son ami Carter. Je feignis de ne pas écouter, mais j'en captais assez. Un événement de lancement, une salle louée, les amis d'affaires de papa conviés pour admirer le génie de Kyle. C'était ma fenêtre. Durant les jours suivants, je vécus dans deux mondes. Le jour, j'étais la fille silencieuse et obéissante qui ne croisait jamais leurs regards. La nuit, je tissais pièce par pièce le moyen de me glisser dans la lumière de Kyle, juste assez longtemps pour pulvériser toute leur image. Je ne voulais pas les blesser physiquement, pas comme eux m'avaient blessé. Je voulais frapper là où la plaie saignerait le plus longtemps. Leur orgueil, leur crédibilité, leur illusion d'intouchable. Une nuit, assise à mon bureau, le cahier ouvert, la marque de ma mâchoire virant au jaune pâle, je compris quelque chose. Je n'étais pas seulement en train de préparer ma fuite. J'étais en train d'effacer la version de moi qu'ils pensaient posséder. Et quand j'en aurais fini, ils ne perdraient pas seulement leur fille. Ils perdraient tout ce qu'ils avaient bâti sur mon silence. La nuit du grand lancement de Kyle ressemblait à un décor de cinéma. Des guirlandes de lumière dorée pendaient dans la salle louée, du faux champagne coulait dans de grands verres, et chaque homme portait un costume ajusté juste assez pour montrer qu'il avait dépensé plus d'argent en tailleur qu'en morale. Je m'étais glissé tôt, inaperçu, vêtu de noir, une tenue qui n'appelait pas l'attention, mais qui l'exigeait dès qu'on posait les yeux sur moi une seconde fois. Mes cheveux relevés, un maquillage tranchant comme une lame. Je ne ressemblais plus à leur fille inutile. Je ressemblais à quelqu'un qu'il aurait prétendu connaître s'il avait eu quelque chose à y gagner. Kyle jouait déjà les hôtes, serrant des mains comme s'il était né pour ça. Papa flottait derrière lui, la poitrine bombée comme si le succès de Kyle était son triomphe personnel. Maman, en robe étincelante, papillonnait de conversation en conversation, glissant subtilement combien Kyle travaillait dur, omettant soigneusement la provenance des fonds. Ils ne me virent pas tout de suite. Je m'étais arrangé pour cela. Je restais près du bar, à écouter, à observer. À l'avant, le projecteur diffusait en boucle le logo de Kyle et des photos mises en scène de lui en plein travail. Quand les discours commencèrent, papa prit le micro le premier. Mon fils, Tona Teil, est la preuve que le travail acharné, la discipline et la bonne orientation portent toujours leurs fruits. Ce mot discipline fit tressaillir ma mâchoire, mais je souris. Puis Kyle lança sa présentation, jouant la fausse modestie tout en se vantant de son concept original et de son approche novatrice. Je le laissai parler, le laissai empiler son château de cartes, parce que j'étais sur le point de le renverser. Au moment exact où Kyle cliqua pour lancer la vidéo, je m'approchai de la table technique et glissai dans le port la petite clé USB que je gardais depuis des semaines. Moins de 3 secondes suffirent pour que mes fichiers remplacent les siens. L'écran vacilla. Au lieu d'images léchées et promotionnelles, la première photo apparut, le registre manuscrit de papa, listant des paiements officieux pour graisser des affaires. Puis, une capture des messages privés de maman à une femme à qui elle devait de l'argent, la traitant de mendiante désespérée. Des murmures de stupeur se mirent à parcourir la salle. Ensuite vint une vidéo, papa frappant du poing contre le mur et hurlant « Tu n'es rien sans moi ». Sa voix limpide, indiscutable. Puis un autre clip, Kyle se moquant d'un collègue handicapé sur un parking. La salle devint muette. Quelqu'un, au fond, souffla. « C'est réel ?» Et une autre voix répondit. « C'est bien sa voix. » Je ne les regardais pas, pas encore. Je voulais qu'ils le sentent avant de me voir. La diapositive finale était un simple fichier texte, financé par l'argent volé destiné au traitement médical d'un enfant aveugle. Alors le vacarme éclata, tranchant. Un choc collectif. Des chaises raclèrent, des voix montèrent, des téléphones sortirent des poches. Je m'avançai vers le devant, lente, assurée. La démarche de celle qui a déjà gagné. Kyle avait perdu toute couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il avait oublié comment respirer. Maman agrippait sa pochette comme si elle pouvait la sauver. Papa ?
Papa me fixait maintenant. Et je jure que, pour la première fois de ma vie, je vis de la peur dans ses yeux. Toi, siffla-t-il. Moi, répondis-je calmement. Ma mâchoire ne me faisait plus mal. L'inutile. Celle qui ne répond jamais. Les gens filmaient. Pas pour moi, mais pour que leur chute survive longtemps après cette nuit. Je me penchai juste assez pour que leurs oreilles captent mes mots au milieu du chaos. Vous avez bâti ce nom de famille sur la cruauté. Je ne vous l'ai rendu qu'avec moins de vernis. Puis je tournai les talons et sortis dans la fraîcheur de la nuit. Mes pas étaient légers, le poids dans ma poitrine envolé. Derrière moi, j'entendais encore leurs voix paniquées, désespérées alors que leur empire se fissurait sous les yeux de chaque personne dont l'opinion leur importait. Et je n'avais pas besoin de me retourner pour le savoir. Leur visage était aussi pâle que la vérité que je venais de leur jeter au visage.